Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Gaétan Barrette qui vont croiser le fer. Bien sûr, on va parler qui peut succéder à Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada. Et là, il y a des gens qui voyaient Dominique Leblanc dans leur soupe et il a dit non, ça me tente pas. Gaétan, la personne qui va diriger le Parti libéral du Canada pour les prochaines élections s'en va à l'abattoir, non? Sans aucun doute. Je ne vois pas de quelle manière quelle que soit la personne qui va être choisie là, dans les 2 prochains mois, aurait soit le temps, soit l'impact pour changer l'électorat de direction, du moins dans les sondages. Pourquoi? Parce que au moment où on se parle, là, parmi les gens qui ont une notoriété, parce qu'il faut quand même que ces gens-là, la personne qui soit choisie, ait un maximum, pas un minimum, de notoriété. Essentiellement, il y a une personne qui a la notoriété pour des raisons qui sont discutables, c'est Chrystia Freeland. Maintenant, Chrystia Freeland, est-ce que elle traîne avec elle un bagage qui va la désavantager? Je pense que oui. Est-ce que son bagage est suffisant pour gagner l'élection? Je pense que non. Mais moi, je vais te dire une chose, Richard, je me demande sérieusement si c'est pas elle qui gère son CV, là, au bout de la ligne, c'est elle qui sort gagnant, là. Elle va sortir, là, chef du Parti libéral, probablement, pour mettre ça dans son CV. Aura été même première ministre pendant 30 jours. Je sais pas combien de temps que ça va prendre, mais c'est tout, là. Au bout de la ligne, là, les cartes qui sont sur la table sont très mauvaises et la seule personne que je vois aujourd'hui, là, c'est elle. Emmanuel, il y a peut-être Denis Coderre qui va lever la main à un moment donné. Il cherche un job, là. Ouais, note. 2 choses. Dominique Leblanc, non, mais parce que là, il se passe quelque chose en ce moment à Ottawa. Dominique Leblanc est arrivé très serein, très responsable. Écoutez, je suis vraiment flattée, mais je suis ministre des Finances, là, puis il y a une priorité en ce moment, c'est le bordel. Faut que, ça prend un ministre des Finances qui veille au grain. Mais là, les députés qui sortent du caucus, à la queue leu. Ah non, mais Dominique Leblanc, il faudrait quand même qu'il y aille. C'est pas grave s'il a dit non. Nous, on veut qu'il y aille pareil. Fait que là, il y a-tu comme une genre de partie de poker, là, quelque chose arrangé pour avoir l'air de momentum, puis là, on va se faire le tordre le tour du bras, puis il va y aller. En tout cas, non, mais il faut garder le mais en suspens. Le problème pour les mais en candidats... même temps... Oui, Gaétan. Oui, mais je veux juste finir. Le problème pour les candidats, c'est que tu y vas, tu perds, puis c'est fini. La seule façon dont ça peut devenir intéressant pour un candidat d'y aller, c'est avec une forme de scénario où il croit qu'il peut rester chef malgré une défaite. OK? La seule façon dont il peut rester chef malgré une défaite, c'est si Pierre Poilievre est minoritaire. Donc, si tu crois que tu es capable d'avoir l'ascendant là, pour amener Poilievre minoritaire. Et donc, ça enlève le goût à plusieurs d'y aller. Prends quelqu'un là, dont on connaît les aspirations, François-Philippe Champagne, Mélanie Joly. Ce monde-là, ils disent, pourquoi j'irai à l'abattoir cette fois-ci? Oui. Parce que si on se ramasse, même si on sauve l'opposition officielle, si l'autre il est majoritaire, là, puis en plus que PSPP est élu chef du PQ, là, mais il va avoir un appétit au Parti libéral pour avoir une vraie grosse course à la direction, revoir les fondements du parti, le repositionnement, etc. C'est là qu'il faut se lancer, là. C'est pas maintenant. Donc, c'est pas appétissant, tu sais. Mais est-ce pour que les candidats d'y aller. Gaétan, est-ce que Mélanie Joly va dire oui, selon toi? Est-ce qu'elle va faire le saut? Ça a l'air à y tenter. Écoute, elle peut faire le saut, mais je suis pas convaincu qu'elle va le faire. Parce qu'il y a un autre élément qu'elle va prendre en considération. Au Parti libéral du Canada, il y a le principe historique, là, on va dire, de l'alternance entre un francophone et un anglophone du Québec, de l'extérieur du Québec. Là, on vient d'avoir Justin Trudeau. Et il quitte avec une certaine, on va dire, amertume dans l'électorat, dans son caucus. Alors, ça ajoute de la pression pour faire en sorte que ça ne soit pas quelqu'un du Québec. Alors, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, ces candidats-là, en partant, là, ils partent avec, tu sais, c'est 3 balles 2 prises, là, puis il s'en vient la courbe du siècle, là, puis ils vont passer dans le beurre. Alors, quels sont les autres? Dominique Leblanc, moi, je suis bien d'accord qu'il y a bien du monde qui vont le solliciter, mais Richard,
Tu auras remarqué là, que depuis le discours de Justin Trudeau, on n'entend pas bien parler de Chrystia Freeland. Non. Elle qui avait été plébiscitée là, par son caucus, là, les gens faisaient la queue à la fameuse soirée dont on a entendu parler la semaine dernière parce qu'elle avait démissionné, puis elle était donc fine, et ainsi de suite. On l'entend pas parler. Ce qui signifie qu'il y a là aussi un jeu de coulisses. Moi, je pense que Chrystia Freeland va arriver plus préparée et que c'est elle, pour toutes ces raisons-là, qui a la pole position. Maintenant, avoir la position dans l'opposition de chef du PLC, tu sais, l'exercice, là, c'est-à-dire le principe selon lequel l'usure du pouvoir s'amène à une défaite, là, ben, ça vaut aussi pour les chefs de l'opposition. Et si on a un raz-de-marée conservateur à la prochaine élection, ben, ça peut durer 2 mandats. Et là, on a une usure du pouvoir du chef de l'opposition. Et là, n'importe qui, là, incluant Chrystia Freeland, ça l'avantage pas, là. Mais Emmanuel, est-ce que ça se peut que le parti se retrouve dans une position où il n'y a aucune grande candidature là, qui veulent faire le saut, ça leur tente pas de se sacrifier, puis là, ils se retrouvent à envoyer un pioui totalement contre Pierre Poilievre. C'est possible, ça? Ben, c'est pas exclu, mais je pense que, tu sais, les politiciens s'imaginent toujours qu'ils sont capables de sauver les meubles et de faire mieux, et etc. Puis, donc, moi, je pense qu'il y en a un qui va émerger en bout de ligne, mais le seul scénario où ce chef-là, moi, je suis convaincue, réussit à se rendre, à survivre à une défaite, c'est si Pierre Poilievre est minoritaire. Le calcul dans les libéraux, et ce qui rend ça intéressant dans leur tête, c'est que eux font le pari que le PQ gagne le pouvoir en 2026, OK? Et que donc, on se retrouve 1 an et demi après l'élection, donc, et qu'on se retrouve donc à la mi-mandat du mandat de Poilievre, avec un premier ministre que les libéraux jugent incapable de défendre le Canada au Québec. Donc, et donc, les libéraux présument qu'ils sont les seuls capables d'être vraiment les capitaines Canada face au mouvement souverainiste, croient que le Parti conservateur n'est pas capable de le faire et que c'est ça qui, à terme, rend le leadership intéressant. Tu vois-tu, là, c'est comme... Oui. Mais c'est ça, c'est ça le calcul. Okay? Mais Emmanuel, là, ça fait combien de temps qu'au Canada anglais, on s'est préoccupé du mouvement séparatiste du Québec? Moi, je pense que le Canada hors Québec est plus que jamais indifférent à la chose. Je pense pas. Moi, je suis pas certain. Je me rappelle, moi, ton point de vue, là. Mais moi, je me rappelle de l'espèce de panique qui a gagné le gouvernement Harper quand Pauline Marois l'a gagné, là. À l'époque, là. Je pense que dans le contexte actuel, je suis pas certain qu'il y a une indifférence si grande que ça, là. Si ce n'est que par principe, puis parce que c'est le devoir d'un premier ministre d'essayer de sauver le Canada, là. Parce que, tu peux dire que le Canada est pas prêt à se lancer dans des réformes constitutionnelles, puis venir faire des mamours au Québec, puis gna. Ça, j'en suis. Mais le premier ministre qui est en poste au moment où la souveraineté se fait, je veux dire, il sombre dans l'infamie de l'histoire canadienne à jamais. Il est celui qui aura perdu le pays. Donc, il n'y a aucun premier ministre qui veut ça, et il n'y a aucun parti qui veut que ça arrive non plus. Au moment où on se parle, l'enjeu politique qui préoccupe l'électorat de tous les partis, c'est Donald Trump, pas PSPP. Alors, dans le choix qui va être fait dans les 3 prochains mois, là, moi, je pense pas que ça va être un élément à prépondérer. OK, rapidement sur Donald Trump. Je suis absolument d'accord avec toi. Emmanuel, on sait que François Legault, il n'aime pas ça, revêtir l'habit de Capitaine Canada. Il n'aime pas ça. Mais là, je ne sais pas si tu as lu le long texte qu'il a publié sur Facebook en disant « N'ayez pas peur là, pour l'économie québécoise, chers concitoyens, parce que le Canada est fort et le Canada va se défendre. D'ailleurs, on a commencé là, à prendre le contrôle des frontières au Canada. » Puis c'est drôle, là, il est obligé de jouer Capitaine Canada pour calmer un peu les Québécois. C'est assez rigolo. C'est drôle, je le trouve pas si Capitaine Canada que ça. Juste pour finir rapidement, moi je pense que dans la tête des libéraux, ils pensent à la souveraineté, mais que dans les faits, le chef qui va être choisi, c'est celui qui peut affronter Trump. Moi j'ai vu la sortie de M. Legault d'une manière bien différente. C'est peut-être parce que je suis à Ottawa et j'ai passé la matinée à écouter Doug Ford faire son point de presse et tout le reste. Là, donc,
je l'ai vu un peu différemment. Moi, je pense que M. Legault avait à écrire ce message-là. Il faut que les premiers ministres arrêtent d'avoir l'air des enfants d'école qui sont paniqués, là. Mais en même temps, j'ai été surpris par l'étroitesse de la perspective de M. Legault en ce qui a trait à Donald Trump. M. Legault est encore en début décembre 2024. Il est encore dans la logique que la menace des tarifs est liée à la vague migratoire et à la frontière. Je m'excuse, là. Ce qu'on a appris et ce qu'on comprend, c'est qu'on n'en est plus là. Je veux dire, la frontière, OK, merci, check, là. C'est plus ça l'enjeu dans la tête de Donald Trump, là. Dans la tête de Donald Trump, c'est la sécurité nationale, mais à beaucoup plus grande échelle. Parce que ça inclut le Groenland, ça inclut le passage du Nord-Ouest, ça inclut NORAD, ça inclut tout ça, là. C'est ça, la sécurité continentale là, des États-Unis. C'est la question de la balance commerciale, du fait que le Canada fait rentrer plus de marchandises aux États-Unis que l'inverse. Donc, c'est devenu une question d'énergie, parce que c'est le seul levier qu'a le Canada. Et donc, je trouve que malgré tout, M. Legault, aujourd'hui, en étant... Mais là, il faut que Justin Trudeau, il resserre les visas, tout ça. On est ailleurs là, dans le débat en ce moment. Gaétan, est-ce que tu je trouve qu'il y a un aveu de faiblesse là-dedans. Est-ce que tu le trouves off aussi, François Legault, Gaétan? Ben, moi, j'ai trouvé que son texte est un texte écrit d'abord et avant tout pour son électorat à lui, même pas du Québec, juste l'électorat de la CAQ. C'est ça que je vois dans ce texte-là. Mais je suis d'accord avec Emmanuel que les enjeux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands. Donald Trump est en train de réécrire la politique étrangère des États-Unis dans un angle américain capitaliste de base. Ça veut dire quoi, ça? Donald Trump, c'est un transactionnel. Il fait des affaires. Il fait pas de la politique. Et en affaires, on est là pour gagner. On est là pour faire un profit. Son profit à lui, ce sont des gains politiques internationaux à saveur commerciale et militaire. C'est pas être un 51e État pour Donald Trump qui est l'enjeu. Pour Donald Trump, là, c'est d'avoir un impact économique qui lui garantit les voies maritimes, qui lui garantit de l'approvisionnement dans tout ce qui est le moindrement crucial pour l'industrie américaine et militaire et industrielle de base, dans la mesure où tous ces engagements-là, toutes ces ententes-là, lui font gagner sur le plan monétaire. En français, là, on entre dans une vraie guerre commerciale, pas militaire, une vraie guerre. Et pour Trump, il va vouloir nous mettre à genoux. C'est ça qu'il va vouloir faire. Alors, la grande question, est-ce qu'on est alignés, nous autres, là, pour avoir un levier contre ça? On l'a pas, à ma connaissance. Là, on en a un levier. On en a un levier, mais on va jamais l'utiliser. On n'est pas prêt à en payer le prix. Le levier que le Canada a face aux États-Unis, là, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, OK, vous voulez taxer tous les biens qui rentrent au Canada? Mais parfait, nous, on va mettre une surtaxe sur l'énergie. Exactement. Vous voulez épargner le pétrole, les minéraux critiques, puis on n'est pas prêt à faire ça. Parce que, je veux dire, les revenus d'exportation d'Hydro-Québec, François Legault en a besoin, les revenus du pétrole, Daniel Smith en a besoin, et donc, il n'y a personne qui est prêt à dire, tu veux jouer à ce jeu-là, on va te couper le robinet, mon homme. Donc, finalement... T'es pas prêt à utiliser ton arme. Alors, la question, Richard, c'est simple. Est-ce que nous, au Canada, on est prêt à pâtir pendant X années, l'année de Donald Trump, pour gagner notre point? C'est un peu comme le Japon, il y a bien des années, là. À un moment donné, ils se sont repliés, puis il y a eu de la déflation. Mais c'était un choix de société qui ont fait les Japonais. Ils s'en sont sortis gagnants. C'est encore une puissance économique. Est-ce que le Canada est prêt à payer le prix? Maintenant, il n'y a pas un seul politicien qui parle dans ce sens-là. Il nous prend par les bijoux de famille, il sert, puis il dit « Dis pardon, mon oncle », pas on va dire « Pardon, mon oncle ». Merci beaucoup, Gaétan. Exactement. Au revoir. Bye, bye.